La vieille camionnette était de travers au bord du parc d'approvisionnement. Ses pneus arrière s'enfonçaient dans les graviers devenus mous par les premières pluies de la saison. Des paquets d'acier, lourds et encombrants, commencèrent à glisser vers le haillon ouvert, et pendant un instant il sembla que tout le chargement allait se répandre sur le parking dans un fracas de métal et de poussière. Une douzaine de personnes se tenaient près de l'entrée de l'entrepôt de quincaillerie et regardaient. Aucune ne bougeait car aider signifiait perdre du temps, et le temps était quelque chose que personne dans cette ville ne semblait plus avoir. Un seul homme s'est détaché de la foule. Il ne s'est pas annoncé, n'a pas posé de questions, n'a pas attendu d'être remarqué. Il a simplement retroussé ses manches et a marché face au vent. Gavin Mercer avait 41 ans et la plupart des gens de la ville ne le connaissaient que comme un mécanicien discret qui travaillait dans un petit garage au bord de Main Street, le genre d'homme qui réparait ce qui était cassé et parlait rarement de quoi que ce soit au-delà du moteur devant lui. Il était veuf depuis de nombreuses années, même si personne ne lui posait plus de questions à ce sujet. Et il avait appris à supporter sa solitude comme d'autres hommes portaient leurs outils, sans se plaindre, sans étalage. Il n'était ni riche ni pauvre. Il occupait l'espace étroit et confortable entre les deux, un espace où un homme pouvait vivre sans que personne ne lui prête beaucoup d'attention. Et cela convenait bien à Gavin, car l'attention n'avait jamais été quelque chose qu'il voulait. Ce que les gens remarquaient chez lui, s'il remarquait quelque chose, c'est qu'il aidait. Il a aidé la veuve du coin de la rue à démarrer sa voiture en panne lors des matins froids sans plus jamais en parler. Il a aidé les adolescents qui n'avaient pas les moyens d'acheter de nouvelles plaquettes de frein en échangeant discrètement des pièces usées pour une fraction du prix, parfois pour rien du tout. Il ne parlait jamais de son passé, n'évoquait jamais les années passées dans le garage, et quand on le lui demandait, il se contentait de sourire et de changer de sujet, comme le fait un homme quand une porte est restée fermée pendant très longtemps. Et il a décidé qu'il valait mieux laisser ainsi. Sa maison était située 2 rues derrière le garage, petite et bien rangée, le genre d'endroit qu'un homme maintient en ordre simplement parce que l'ordre est l'une des rares choses qu'il peut encore contrôler. Il n'y avait aucune photographie sur les murs de quelqu'un d'autre que sa défunte épouse, une femme nommée Helen, décédée 9 ans plus tôt. Et même ces photographies étaient peu nombreuses, rangées dans un seul couloir plutôt que exposées pour que les visiteurs puissent les commenter. Un fait qui suscitait parfois une discrète sympathie de la part de voisins qui assumaient la solitude, alors que Gavin lui-même ne ressentait qu'une sorte de paix établie. Il remplissait ses soirées de petits projets, restaurant de vieilles radios, entretenant un modeste jardin derrière la maison, lisant des romans de poche qu'il achetait d'occasion dans un magasin situé 2 villes plus loin. Ce n'était pas une vie grandiose. Ce n'était pas la vie que l'on aurait pu prédire pour un homme qui s'était autrefois tenu devant des salles de réunion pour expliquer les tolérances structurelles à des ingénieurs 2 fois plus âgés. Mais c'était une vie entièrement construite selon ses propres conditions, et cela comptait pour Gavin plus que tout ce qui aurait pu lui manquer. Cet après-midi-là, Gavin s'était rendu au parc d'approvisionnement pour récupérer quelques pièces pour un camion qu'il réparait. Rien de plus compliqué qu'une course de routine lors d'une journée ordinaire. Il remarqua le vieil homme en premier parce que personne d'autre ne semblait le remarquer. Walter Ashcraftoft se tenait à côté de son pick-up usé, ses manches retroussées jusqu'au coude, essayant avec un effort visible de soulever des paquets d'acier qui étaient visiblement trop lourds pour un homme de 72 ans. La sueur s'était accumulée le long de son front malgré le froid, et ses mains tremblaient légèrement à chaque tentative. Pourtant, il a continué, refusant de demander de l'aide aux spectateurs. Refusant même de les regarder, quelques personnes rirent à voix basse. Quelqu'un marmonna que le vieil homme aurait dû lui apporter de l'aide s'il en avait besoin, que ce problème n'appartenait à personne d'autre. Gavin ne se joignit pas au rire. Il n'a fait aucun commentaire d'aucune sorte. Il traversa simplement le parking, se plaça en face de Walter et, sans un mot, saisit le paquet le plus proche et commença à le charger correctement, en suivant le rythme de l'homme plus âgé afin qu'aucun d'eux n'ait à travailler seul. Pendant près d'1 heure, ils travaillèrent côte à côte en silence, cassés seulement par un grognement d'effort occasionnel ou le grattage de l'acier contre la plateforme du camion. Le vent s'élevait à mesure que l'après-midi avançait, apportant une odeur d'asphalte mouillé et le premier vrai froid de la fin de l'automne. Et Gavin ne ralentissait toujours pas, ne vérifiait pas sa montre, ne semblait pas envisager la possibilité de partir avant que le travail ne soit terminé. Lorsque le dernier paquet fut enfin sécurisé et que le haillon se ferma, Walter redressa le dos avec un WSE et étudia le jeune homme pendant un long moment. Comme s'il tentait de résoudre une énigme qu'il ne s'attendait pas à rencontrer ce jour-là, il sortit son portefeuille et proposa de payer, le genre de geste que la plupart des hommes dans sa position considéreraient comme automatique. Une transaction complétée et clôturée. Gavin secoua la tête et recula, se tournant déjà vers son propre camion. Lorsque Walter insista sur l'offre, insistant sur le fait qu'un homme devrait être indemnisé pour 1 heure de dur labeur dans le froid, Gavin haussa simplement les épaules et dit que s'il vieillissait lui-même, il espérait que quelqu'un ferait de même pour lui sans rien attendre en retour. Ce n'était pas censé être quelque chose de profond. C'était tout.
Simplement vrai, le genre de vérité qu'un homme énonce clairement, parce qu'il n'a jamais appris à l'habiller d'autre chose. Walter resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux, pâles et perçants malgré son âge, étudiaient Gavin avec une intensité qui semblait déplacée pour un simple échange dans un parking d'approvisionnement. Il y avait quelque chose de calculateur derrière ce regard, mais pas méchamment. Plutôt comme celui d'un homme faisant des calculs dont il ne s'attendait pas à avoir besoin ce jour-là. Ajoutant le caractère d'un étranger en l'espace d'une seule phrase avant que Gavin ne puisse monter dans son camion, Walter l'appela, lui demandant s'il y avait une autre manière de lui montrer sa gratitude. Bien au-delà de l'argent qui pourrait correctement rembourser une dette qu'il pensait clairement devoir. Gavin se contenta de rire, d'agiter la main et de lui dire que ce n'était pas nécessaire, qu'aider un voisin n'était pas une dette à rembourser, mais seulement une chose qu'une personne faisait, car l'alternative était de rester sans rien faire pendant que quelqu'un se débattait. Il monta dans son camion et partit, et s'il repensa au vieil homme ce soir-là, ce ne fut qu'en passant. La façon dont on se souvient d'une gentillesse ordinaire lors d'une journée ordinaire s'efface déjà dans la longue liste de petites bonnes actions dont personne ne compte. Il n'avait aucun moyen de savoir que Walter Ashcraftoft avait passé près de 40 ans à bâtir l'une des plus grandes entreprises de fabrication agricole de la région avant de se retirer des opérations quotidiennes. Que la modeste camionnette et la simple veste de flanelle n'étaient pas le costume d'un homme pauvre, mais l'uniforme délibéré de quelqu'un qui en avait assez d'être vu uniquement pour ce qu'il possédait. Il n'avait aucun moyen de savoir que le vieil homme était maintenant assis dans sa propre cuisine ce soir-là, retournant sans cesse l'après-midi dans son esprit, ne pensant pas à l'acier qu'il avait chargé, mais à la décence discrète et banale d'un étranger qui n'avait rien demandé du tout. La matinée du lendemain commença comme n'importe quelle autre pour Gavin, l'odeur de l'huile et du café remplissant le petit garage alors qu'il se préparait pour une autre journée de réparation de routine. Il était en train de changer l'huile de la berline d'un voisin lorsqu'une longue voiture noire a tourné dans la rue, avançant lentement, attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient en vue. C'était le genre de véhicule qui n'apparaissait jamais dans ce côté de la ville, élégant et poli, totalement déplacé parmi les maisons modestes et les trottoirs fissurés. Et en quelques instants, une petite foule de voisins s'était rassemblée le long de leur porche pour le regarder s'arrêter, directement devant le garage de Gavin. Un conducteur en costume sombre est sorti le premier, se déplaçant pour ouvrir la porte arrière avec une précision exercée. Gavin s'essuya les mains avec un chiffon et sortit avec une expression perplexe, s'attendant à moitié à une erreur, à un mauvais virage qui aurait amené la voiture à sa porte, au lieu d'aller complètement ailleurs. Le chauffeur s'est approché de lui avec une formalité discrète et a prononcé une seule phrase qui a semblé figer toute la rue, expliquant qu'un homme nommé Walter Ashcraftoft souhaitait présenter Gavin à sa fille. Les chuchotements se sont répandus dans le quartier presque instantanément. Des voisins penchés l'un vers l'autre. Quelqu'un cherchait déjà un téléphone pour diffuser la nouvelle avant même que Gavin ait fini de traiter ce qu'il avait entendu. Il resta là un moment, les haillons toujours à la main, essayant de concilier l'avion, le vieil homme en sueur du parc d'approvisionnement avec le grand nom qui lui appartenait apparemment. Cela ne semblait pas possible. Et pourtant, le chauffeur attendait patiemment une réponse. Comme si ce genre d'interruption surréaliste se produisait chaque jour dans son travail, Walter lui-même sortit de la voiture un instant plus tard, habillé comme il l'avait été la veille. Toujours vêtu de la même veste usée, toujours avec l'aisance tranquille d'un homme qui n'a jamais eu besoin de beaux vêtements pour se sentir important, il salua Gavin chaleureusement, presque penaud, admettant qu'il aurait probablement dû se présenter correctement. La veille, au lieu de laisser un étranger voler pendant 1 heure sans savoir qui il aidait. Gavin, toujours abasourdi, ne pouvait que demander ce qui se passait exactement, et Walter répondit par une simple invitation à dîner ce soir-là, insistant sur le fait que c'était le moins qu'il pouvait offrir après la gentillesse d'hier. Gavin hésita. Il n'était pas un homme habitué à ce genre d'invitation, et quelque chose en lui résistait instinctivement à l'attraction de l'attention, à la visibilité soudaine qu'apportaient les voitures noires et les chauffeurs qui les accompagnaient. Mais il y avait de la chaleur dans la demande de Walter, une honnêteté qui correspondait à la simple décence que Gavin avait déjà reconnue en lui la veille, et finalement il se retrouva à accepter, ne serait-ce que par curiosité, et avec le soupçon discret que refuser pourrait être plus difficile qu'accepter. Ce soir-là, vêtu de la seule chemise à col qu'il possédait et qui ne sentait pas la moindre odeur de graisse de moteur, Gavin traversa la ville jusqu'à une propriété qu'il avait traversée des centaines de fois, sans jamais savoir ce qu'il y avait au-delà de sa longue allée de gravier. La maison qui apparaissait n'était pas un manoir au sens propre du terme, mais ses dimensions le surprenaient quand même. Une structure tentaculaire de pierre et de bois posée sur des champs vallonnés qui s'étendaient vers les montagnes au loin. Le tout baigné dans la lumière ambrée d'un coucher de soleil du Montana. À l'intérieur, il a été présenté pour la première fois à Claire Ashcraftoft, la fille de Walter et l'actuel directeur général d'Ashcraftoft Industrial Supply, la société même qui est née de décennies de travail silencieux et acharné de son père. Elle avait 37 ans, calme à la manière de quelqu'un qui avait appris très tôt à
Gardait ses émotions soigneusement classées pendant les heures de travail, sa poignée de main ferme, son sourire poli mais réservé. Son père lui avait déjà raconté l'histoire du parking, et même si elle appréciait ce geste, une partie d'elle-même pensait que ce dîner n'était qu'une autre tentative de gratitude, une transaction déguisée en hospitalité, rien de plus qu'une façon pour son père de rembourser une dette. Claire s'était lassée au fil des années des hommes qui l'approchaient avec un charme prudent et de vagues ambitions. Des hommes dont l'intérêt semblait toujours remonter tôt ou tard à la taille de l'entreprise de son père plutôt qu'à quelque chose d'authentique. Elle avait construit des murs autour d'elle sans vraiment le vouloir. Des murs faits de scepticisme et de fatigue, et elle avait depuis longtemps cessé de s'attendre à ce qu'une soirée comme celle-ci soit autre chose qu'une autre représentation à laquelle elle devrait assister poliment avant de regagner la sécurité de son bureau. Le dîner commença de manière assez formelle, tous les trois assis à une longue table sous une lumière chaude, la conversation dérivant entre des sujets agréables et banals. Mais à mi-chemin du repas, Walter s'excusa avec une explication succincte concernant la vérification de quelque chose dans son bureau, laissant Gavin et Claire seuls à table dans un silence qu'aucun d'eux ne savait vraiment comment combler au début. Ce qu'ils faisaient était évident pour eux deux, et tout aussi évident que résister aurait été inutile. Claire, plus par habitude que par véritable curiosité, a commencé à poser des questions à Gavin sur la façon dont elle pourrait interviewer un candidat à un emploi, testant les fissures dans l'histoire qu'il pourrait présenter. Elle s'enquit de son travail, de son parcours, et pourquoi un homme capable de la discipline nécessaire pour diriger un garage honnête ne semblait jamais vouloir plus que cela. Gavin a répondu clairement, sans fioriture, sans l'humilité pratiquée de quelqu'un qui fait preuve de modestie devant un public. Il parlait simplement de ses journées de moteur et de petites réparations, de la satisfaction de réparer quelque chose de cassé et de le rendre entier. Et il n'a jamais mentionné une seule fois la rencontre au parc d'approvisionnement, il ne l'a jamais utilisée pour susciter de la sympathie ou de l'admiration. Quelque chose dans la posture de Claire changea à mesure que la conversation se poursuivait. La raideur contenue de ses épaules s'atténuait peu à peu. Elle ne s'est pas complètement remarquée. Il n'y avait aucune performance dans la façon dont Gavin parlait, aucun calcul derrière ses réponses, rien qui correspondait au schéma qu'elle avait pris l'habitude de reconnaître et de rejeter. À un moment donné, elle lui a demandé, le testant presque, ce qu'il ferait s'il recevait une grosse somme d'argent de manière inattendue, s'attendant à moitié à ce qu'il décrive un fantasme d'expansion ou de luxe, comme le faisaient la plupart des hommes lorsqu'on leur en donnait l'occasion. Au lieu de cela, Gavin y réfléchit sérieusement un moment et dit qu'il supposait qu'il réparerait le toit de l'église à 2 pâtés de maison de son garage, car il fuyait depuis 3 hivers consécutifs, et personne dans la congrégation ne pouvait se permettre la réparation. Claire rit avant de pouvoir s'en empêcher. Un vrai rire, sans surveillance, et qui parut immédiatement presque embarrassée, comme si elle avait oublié qu'elle était encore capable de ce son. Au moment où le dessert arriva, elle se retrouva à poser des questions non plus pour le tester, mais simplement parce qu'elle voulait connaître les réponses. Et cette prise de conscience à elle seule la déstabilisait plus que tout ce qu'il avait réellement dit. Elle posa soigneusement des questions sur sa défunte épouse, s'attendant à ce qu'il détourne la question de la même manière qu'il éludait toutes les autres questions sur son passé. Il ne l'a pas fait. Il parlait d'Hélène clairement, sans théâtralité, décrivant la façon particulière dont elle fredonnait en cuisinant et comment la maison n'avait plus jamais tout à fait le même son depuis. Il n'y avait pas d'apitoiement sur son sort dans ce récit, seulement l'honnêteté tranquille d'un homme qui avait fait la paix avec le chagrin sans prétendre qu'il n'existait plus. Claire s'est retrouvée émue par cette honnêteté, d'une manière qu'elle ne s'attendait pas à être émue par quoi que ce soit ce soir-là. Lorsque Walter revint finalement à table, surpris que tant de temps se soit écoulé, il perçut la légère aisance incontrôlée qui s'était installée entre sa fille et leur invité, et il s'autorisa un petit sourire satisfait qu'il ne prit pas la peine de cacher. Plus tard, après que Gavin eut fait ses adieux et que la voiture noire l'eut ramené vers la ville, Walter se tourna vers Claire avec quelque chose comme de l'émerveillement dans la voix. Remarquant que cela faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vu parler avec quelqu'un, étranger ou autre, pendant aussi longtemps sans jeter un seul coup d'œil à son téléphone ni ramener la conversation vers les affaires. Claire n'avait pas de réponse toute prête à cette question. Elle haussa simplement les épaules, prétendant que le vin l'avait rendue bavarde et se retira dans sa chambre avec plus de questions en tête qu'elle ne voulait l'admettre. Au cours des jours suivants, Walter trouva des raisons de garder Gavin près de la famille. D'abord l'inviter à revenir pour un deuxième dîner, puis éventuellement lui proposer quelque chose de plus concret. Il propose à Gavin un poste de conseiller technique au sein de l'entreprise, non pas en raison de qualifications ou d'une réputation particulière, mais parce que Walter avait appris à faire confiance à quelque chose de plus rare que l'expertise des gens qui l'entouraient. Une honnêteté qui ne pliait pas, selon qui regardait. Gavin a écouté l'offre avec une véritable considération, l'évaluant sérieusement plutôt que de la rejeter purement et simplement, mais il a finalement refusé. Il expliqua doucement mais fermement qu'il s'était construit une vie dont il se contentait, un petit garage, une
Routine tranquille, un travail qui lui permettait de dormir facilement la nuit, et qu'il n'avait aucun intérêt à échanger cette pièce contre un titre ou un salaire, aussi généreux soit-il. Claire, qui était présente à cette conversation, fut véritablement surprise. D'après son expérience, personne n'a refusé une telle offre, ni de son père, ni d'une famille dont le seul nom ouvrait les portes. La plupart des gens ont passé toute leur vie à essayer de le débloquer. Et pourtant, voilà un homme qui faisait exactement cela sans hésitation, sans négociation, comme si l'offre elle-même ne signifiait pas grand-chose pour lui au-delà de la courtoisie d'être demandé. Au contraire, le refus n'a fait qu'approfondir le respect de Walter pour lui. Il fit remarquer plus tard à Claire qu'un homme qui ne voulait rien d'eux était plus rare que l'or dans leur monde et méritait bien plus d'attention à cause de cela. Tout le monde dans l'entreprise ne partageait pas ce sentiment. Victor Langley, le directeur de l'exploitation de l'entreprise et un homme qui avait passé des années à guider tranquillement Claire vers un mariage qui, pensait-il, consoliderait l'avenir de l'entreprise d'une manière favorable à ses propres ambitions, observait la proximité croissante entre Claire et le mécanicien avec une méfiance croissante. Victor avait construit toute sa carrière sur des alliances prudentes et un positionnement à long terme, et l'apparition soudaine d'un étranger non affilié, chaleureusement accueilli par Walter et Claire, menaçait l'architecture délicate qu'il avait passé des années à construire. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un se soit comporté avec une générosité aussi cohérente sans qu'un motif caché se cache sous la surface. Selon l'expérience de Victor, la gentillesse sans prix n'existait tout simplement pas. Pas à ce niveau. Pas avec des gens riches comme les Ashcroft. Convaincu que Gavin jouait à un jeu plus long et plus subtil que quiconque ne pouvait le voir, Victor a discrètement engagé un enquêteur pour fouiller dans le passé du mécanicien. Certain que sous les chemises de flanelle simples et les mains tachées de graisse, il finirait par découvrir le calcul qu'il était certain de devoir cacher là. Il a déclaré en privé à un collègue, avec la certitude plate d'un homme qui faisait plus confiance à son propre cynisme qu'à ses propres yeux, que personne n'était jamais aussi bon sans vouloir quelque chose en retour. Ce que l'enquêteur a finalement découvert n'était pas le scandale que Victor avait espéré, enfoui dans d'anciens dossiers d'une entreprise située à 2 États de là. Un Gavin Mercer complètement différent est apparu. Celui qui avait autrefois été ingénieur en chef dans une entreprise manufacturière de taille moyenne était suffisamment respecté pour que plusieurs grandes entreprises aient tenté de le recruter avec des salaires qui auraient éclipsé tout ce qu'il gagnait maintenant en réparant des voitures dans un petit garage du Montana. Il n'avait pas quitté la profession parce qu'il avait échoué. Il était parti parce qu'une décision de l'entreprise, qui sacrifiait discrètement les normes de sécurité pour protéger les bénéfices trimestriels, avait franchi une ligne qu'il refusait de franchir lui-même. Et plutôt que de rester et de faire des compromis, il s'était simplement éloigné, choisissant une vie plus petite et plus calme, plutôt qu'une vie plus grande et compromise. Lorsque cette information parvint finalement à Claire, filtrée à travers une conversation qu'elle avait entendue, plutôt que celle que Victor avait l'intention de lui faire entendre, elle se retrouva stupéfaite d'une manière qui n'avait rien à voir avec la suspicion et tout à voir avec l'admiration. Un homme capable de ce genre de réussite l'avait simplement mis de côté, car rester aurait signifié devenir quelqu'un qu'il ne voulait pas être. C'était une décision qu'elle comprenait à un niveau plus profond que ce à quoi elle s'attendait, étant donné une fréquence à laquelle elle-même mettait souvent en balance les principes et le profit dans les salles de conseil. Qui récompensait rarement le premier, elle commença ensuite à rechercher Gavin plus délibérément, n'attendant plus que son père orchestre leur rencontre. Un week-end, elle s'est rendue dans son garage sous prétexte de demander de l'aide pour une vieille voiture que son père avait gardée entreposée pendant des années, un projet qu'aucun d'eux n'avait jamais trouvé le temps de terminer. Gavin accepta facilement, et ensemble ils passèrent l'après-midi sous le capot du véhicule, les mains noires de graisse, les rires s'échappant entre eux plus facilement qu'ils ne l'avaient prévu. Il y avait quelque chose de désarmant dans le fait de travailler à ses côtés, dans la patience sans hâte avec laquelle il expliquait chaque pièce, chaque réparation, sans jamais la faire se sentir idiote de ne pas déjà le savoir. Pour la première fois depuis bien longtemps, Claire se sentit complètement détendue, libérée de la posture prudente qu'elle adoptait dans chaque salle de réunion et à chaque dîner d'affaires. Simple femme enfoncée dans un moteur, riant de ses propres erreurs sans gêne, Walter, regardant depuis le porche avec une tasse de café à la main, n'a rien dit pour les interrompre. Il se contenta de sourire intérieurement. La tranquille satisfaction d'un homme qui avait passé sa vie à lire les gens et qui avait rarement été aussi sûr de quoi que ce soit que lui de ce qu'il voyait se dérouler devant lui maintenant. Mais Victor n'avait pas fini. N'ayant découvert aucun scandale digne d'être exploité, il décida plutôt d'en fabriquer un. Grâce à une série de conversations soigneusement placées avec des connaissances dans la presse locale, il a commencé à semer un récit qui dépeint Gavin comme un opportuniste, un homme qui s'était inséré dans la famille Ashcraftoft avec une patience calculée, attendant le bon moment pour extraire richesse et influence d'un vieil homme vieillissant et sentimental. L'histoire s'est répandue rapidement, comme le font souvent les histoires lorsqu'elles confirment ce que les gens soupçonnent déjà sur les riches et ceux qui les entourent. En quelques
Les journaux locaux publièrent des articles spéculatifs remettant en question la soudaine proximité du mécanicien avec l'une des familles les plus importantes de la région. Des inconnus qui n'avaient jamais rencontré Gavin ont commencé à intervenir publiquement, chaque nouvelle voix ajoutant une couche de suspicion à une histoire qui avait commencé comme rien de plus qu'un homme aidant un autre à charger de l'acier dans un camion. Un chroniqueur pour un journal régional a écrit un article entier spéculant sur la façon dont un mécanicien d'une petite ville aurait pu se positionner si précisément sur le chemin d'un vieil homme riche, comme si la décence elle-même exigeait un motif caché pour être crédible. Les actionnaires, toujours sensibles à tout ce qui pourrait affecter l'image publique de l'entreprise, ont commencé à faire directement pression sur Claire, se demandant si ses choix personnels pourraient exposer Ashcraft Industrial Supply à des risques inutiles pour sa réputation. De vieilles connaissances dont Gavin n'avait pas eu de nouvelles depuis des années ont soudainement refait surface. Certains offraient un soutien prudent, d'autres cherchaient clairement des détails qu'ils pourraient transmettre à celui qui semblait le plus intéressé à les entendre. Même quelques-uns de ses clients de longue date sont devenus sensiblement plus cool, échangeant moins de mots que d'habitude lorsqu'ils déposaient leur voiture. Leurs yeux portaient une lassitude qui n'avait jamais été là auparavant. Gavin le supporta tranquillement. La façon dont il supportait la plupart des choses, même si le poids d'être observé et jugé pour la première fois depuis des années, lui pesait plus lourd qu'il ne laissait voir quiconque, Walter est resté silencieux pendant tout cela, refusant de donner de la dignité aux accusations par une réponse publique. Convaincu que le temps et la vérité avançaient plus lentement que les ragots, mais qu'ils finissaient tout de même par arriver, Claire trouvait le silence plus difficile à supporter que n'importe quelle accusation. Elle regardait la pression monter autour d'elle, et ses collègues qui respectaient autrefois Gavin le regardaient désormais avec méfiance à chaque fois qu'il apparaissait. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle sentit les vieux murs menacés de se relever en elle, l'instinct familier de se protéger en reculant. Gavin remarqua immédiatement le changement. Il vit Claire devenir plus distante, plus prudente dans la façon dont elle lui parlait. Et plutôt que de se battre pour une place qu'il sentait ne plus être le bienvenu, il a pris une décision qui a surpris tout le monde sauf lui-même. Il a arrêté de visiter le domaine. Il cessa de répondre aux appels de Walter avec la même chaleur qu'avant. Il se dit qu'il valait mieux, ainsi qu'une famille déjà sous le contrôle du public, n'ait pas besoin qu'un étranger ajoute de l'huile sur un feu qui semblait vouloir brûler quoi qu'il fasse. Clarer, arrivant au garage un après-midi, le trouva verrouillé et silencieux comme jamais auparavant, sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'elle reconnut inconfortablement comme une perte. C'était la première fois depuis des années qu'elle s'autorisait à ressentir cette douleur particulière envers une autre personne et le fait qu'elle ne soit pas familière la laissa longtemps debout devant le garage au volet fermé avant de finalement se retourner et partir. C'est Walter qui a finalement décidé que ça suffisait. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de la société, rassemblant dans une même pièce les actionnaires qui chuchotaient le plus fort. Et sans préambule, il leur a présenté une image de sécurité récupérée d'une caméra installée dans le parc d'approvisionnement. Le même appareil photo qui avait capturé avec des détails granuleux mais indubitables tout l'après-midi des semaines précédentes. Les images montraient tout clairement. Un vieil homme vêtu de vêtements usés luttant seul avec une lourde charge, une foule de badauds qui ne font rien. Et un étranger s'est avancé sans hésitation, ne demandant rien, n'attendant rien, aidant simplement parce qu'aider était la seule option décente disponible. Il n'y avait aucun moyen de regarder ces images pour les confondre avec des calculs. Personne dans ce parking ce jour-là ne savait qui était réellement Walter Ashcraft. Il n'y avait aucune entreprise à infiltrer, aucune fortune à gagner, seulement un vieil homme ordinaire aux prises avec de l'acier et un étranger prêt à prêter main forte. Walter a laissé les images parler d'elles-mêmes avant d'ajouter une seule observation à la pièce silencieuse. Leur dire clairement que le vrai caractère d'une personne se révèle le plus clairement dans les moments où personne ne regarde, où il n'y a rien à gagner à faire semblant. La pièce resta ensuite silencieuse pendant un long moment. Le poids des images s'installe même sur les visages les plus sceptiques présents. Victor, assis près du fond, sentit la couleur se dissiper lentement de son visage, alors que toutes les têtes dans la pièce commençaient à se tourner presque imperceptiblement dans sa direction. L'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, une femme qui travaillait aux côtés de Walter depuis les premières années de l'entreprise, a pris la parole après la fin de la diffusion des images, admettant tranquillement qu'elle connaissait Walter depuis assez longtemps pour reconnaître une véritable surprise sur son visage lorsque cela s'est produit, et qu'aucun homme ne pouvait simuler l'épuisement particulier d'un vieux corps luttant contre un poids qu'il ne pouvait plus facilement gérer. Ces mots semblèrent détendre quelque chose dans la pièce, et lentement, une à une, d'autres voix rejoignirent les siennes, chacune admettant que l'histoire à laquelle ils avaient si facilement cru semblait désormais mince et peu convaincante face aux preuves évidentes devant eux. La nouvelle de la réunion s'est rapidement répandue dans l'entreprise et, en quelques jours, le récit qui s'était répandu si facilement à travers les ragots a commencé à se dénouer.
tout aussi rapidement, remplacé par quelque chose plus proche de l'admiration pour le mécanicien, qui n'avait rien voulu depuis le début. Claire a entendu toute l'histoire de première main avant que son père ne le lui raconte officiellement. Et au moment où elle le cherchait ce soir-là, elle comprenait déjà avec une clarté douloureuse à quel point elle avait laissé le doute prendre le dessus sur tout ce que ses propres yeux lui avaient déjà montré sur le caractère de Gavin. Elle s'est rendue au garage le lendemain matin. Arrivant avant que le soleil ne se lève complètement, il trouva Gavin déjà au travail, les manches retroussées malgré le froid, exactement comme il l'avait été le tout premier jour. Elle l'observait depuis l'autre côté de la table de son père sans encore connaître son nom. Elle s'excusa avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Les mots sortaient plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un aveu qu'elle avait laissé de vieilles blessures et de vieux soupçons façonner la façon dont elle le percevait. Que les hommes l'avaient déçue tellement de fois auparavant qu'elle avait cessé de se fier à son propre jugement pour savoir qui méritait cette confiance et qui ne la méritait pas. Gavin l'écouta sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il lui offrit seulement un petit sourire compréhensif, lui disant que quiconque avait déjà été blessé auparavant avait tendance à sursauter devant les ombres, et qu'il ne lui reprochait pas une prudence qui l'avait probablement protégé plus que cela ne lui avait jamais coûté. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, aucun ressentiment persistant, seulement la même patience constante qu'elle avait fini par reconnaître comme étant simplement qui il était. À partir de ce matin, quelque chose a changé de façon permanente entre eux. Ils commencèrent à passer du temps ensemble délibérément, n'ayant plus besoin de la douce ingénierie de Walter pour les amener dans la même pièce. Ils allèrent pêcher le long de la rivière qui traversait la ville. Gavin lui a appris la patience dont elle ne savait pas qu'elle lui manquait. Ils ont passé des soirées tranquilles à réparer ensemble la vieille voiture, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle reprenne enfin vie grâce à leurs efforts combinés. Ils restèrent assis pendant des heures autour d'un café, à parler de tout et de rien. Le genre de conversation qui ne fait que se développer entre deux personnes qui ont complètement arrêté de jouer l'une pour l'autre. Un soir, au bord de la rivière, alors que la lumière baissait et devenait orange derrière l'arbre, Claire a admis quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à haute voix à personne, pas même à son père. Elle a dit à Gavin qu'après des années d'hommes l'entourant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec qui elle était réellement, elle avait commencé à soupçonner que personne ne la voudrait jamais pour elle seule, que l'entreprise et le nom qui y étaient attachés l'avaient discrètement remplacée comme la chose que les gens désiraient réellement. Gavin l'écouta sans se précipiter pour la réconforter, laissant les mots s'installer avant de parler. Il lui dit simplement qu'il la connaissait depuis des semaines maintenant, sans se soucier de ce que son nom de famille signifiait pour quelqu'un d'autre. Que la version d'elle qu'il avait appris à connaître était celle qui oubliait de vérifier son téléphone pendant des heures, alors qu'elle était plongée dans un moteur, se moquant de ses propres erreurs. Et cette version, dit-il, était la seule qui l'ait jamais intéressée. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle n'a regardé l'eau que pendant un long moment, quelque chose dans sa poitrine qui se détachait et qui avait été étroitement blessé pendant des années. Leurs après-midi au garage sont devenus un rituel tranquille dont aucun d'eux n'a parlé, mais tous deux l'attendaient avec impatience. Claire commençait à arriver presque tous les samedis avec un café pour deux, s'installant sur une caisse renversée près de l'établi. Tandis que Gavin expliquait quel moteur se trouvait devant lui ce jour-là, et même si elle comprenait rarement les détails techniques, elle se contentait d'écouter simplement le rythme grave et régulier de sa voix. Parfois, il parlait très peu, à l'aise dans un silence qui avait mis la plupart des autres relations au cours de sa vie à se développer, voire pas du tout. L'automne s'approfondissait autour d'eux, les dernières feuilles tombant régulièrement des arbres bordant Main Street, et chaque semaine qui passait, l'affection entre eux devenait plus évidente pour tous ceux qui les connaissaient. Calme mais indubitable, le genre de choses qui n'avaient pas besoin d'être annoncées, car c'était clairement écrit sur leur visage chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Mais l'histoire n'était pas encore terminée avec son épreuve finale. Victor, humilié mais pas encore vaincu, avait passé les semaines écoulées depuis la réunion du conseil d'administration à cultiver tranquillement des relations avec des investisseurs extérieurs, des hommes désireux de voir l'influence de Walter diminuer, et prêts à aider Victor à organiser une campagne hostile pour lui retirer tout contrôle restant sur la direction de l'entreprise. Il s'agissait d'un plan lent et prudent, construit sur la mise à profit d'un vaste projet d'infrastructure que l'entreprise avait en cours. Un projet qui, en cas d'échec public, pourrait être imputé de manière convaincante au leadership de Walter et utilisé comme justification pour remodeler entièrement le conseil d'administration. C'est Gavin, parmi tous ceux qui, le premier, a remarqué le problème. Revoir les documents techniques que Claire lui avait montrés un soir. Plus par intérêt occasionnel que par n'importe quel rôle formel au sein de l'entreprise, il a repéré une erreur de calcul structurel enfouie profondément dans les plans de la nouvelle usine de fabrication. Une erreur suffisamment petite pour avoir échappé à plusieurs cycles d'examen, mais suffisamment grave pour qu'elle ne soit pas corrigée, elle risquait un échec catastrophique une fois que la construction atteignait un stade critique. Il comprit immédiatement ce que
Silence signifierait si la faille faisait surface plus tard, après que la construction ait progressé. Cela validerait toutes les accusations que Victor avait discrètement répandues concernant l'instabilité à la tête de l'entreprise, et Walter serait très probablement contraint de partir dans des circonstances bien plus dommageables que les ragots seuls ne pourraient jamais produire. Gavin a également compris que soulever la question signifiait entrer pleinement dans un monde qu'il avait délibérément évité pendant des années, en acceptant un niveau de visibilité et d'implication qu'il n'avait jamais souhaité pour lui-même. Il resta assis avec les documents pendant près d'une heure avant de prendre une décision, renversant la décision de la même manière qu'il avait autrefois fait le choix qui avait mis fin à sa carrière d'ingénieur en premier lieu. Il se souvenait clairement de la réunion des années plus tôt où il avait vu une salle remplie d'hommes capables d'accepter de détourner le regard d'un défaut parce que le corriger aurait coûté du temps et de l'argent qu'aucun d'eux ne voulait dépenser. Et il se souvint d'être sorti de ce bâtiment pour la dernière fois, certain qu'il ne laisserait plus jamais le silence remplacer le courage. Il ne ferait pas deux fois la même erreur, pas même pour rester confortablement dans l'arrière-plan où il préférait vivre. Il a quand même choisi de parler. Il apporta les documents directement à Claire le soir même, lui expliquant l'erreur de calcul avec la même clarté patiente qu'il utilisait avec les moteurs d'explication, refusant de laisser son propre inconfort d'attention l'emporter sur ce qui était clairement la bonne chose à faire. Claire a agi immédiatement, faisant appel à des ingénieurs indépendants qui ont confirmé le défaut en quelques heures et ont retracé son origine jusqu'aux décisions. Victor lui-même avait discrètement fait avancer le projet des mois plus tôt dans le but de réduire les coûts et d'accélérer le calendrier du projet. Cette découverte a sauvé l'entreprise de ce qui aurait pu représenter des centaines de millions de dollars de dommages et, bien plus important encore, du type de panne catastrophique qui aurait pu coûter des vies si elle n'avait pas été détectée avant la fin de la construction. Le rôle de Victor en faisant pression sur l'équipe d'ingénierie d'origine pour qu'elle néglige les marges de sécurité appropriées a été révélé en quelques jours. Et cette fois, aucune ambiguïté ne subsistait pour le protéger. Pas de place pour la manipulation ou le déni prudent. Il a été entièrement renvoyé de l'entreprise avant la fin de la semaine. Ces années de manœuvres politiques minutieuses annulées par un mécanicien qui voulait seulement aider. Par la suite, une fois l'entreprise stabilisée et la menace enfin écartée, Walter a de nouveau contacté Gavin, cette fois avec une offre bien plus importante que le rôle de conseiller qu'il avait proposé des mois plus tôt. Il a suggéré que Gavin accède à un poste de direction au sein de l'entreprise. Un rôle qui correspondait à la fois à ses compétences et à la confiance qu'il avait gagnée de la part de presque tous ceux qui le connaissaient désormais. Gavin y réfléchit attentivement, l'évaluant avec le même sérieux qu'il avait accordé à la première offre. Et une fois de plus, doucement mais fermement, il refusa. Il a expliqué que son bonheur n'était jamais venu des titres ou des conseils d'administration, que le garage, aussi petit soit-il, lui offrait quelque chose qu'aucun poste de direction ne pourrait jamais pouvoir offrir. La tranquille satisfaction de réparer quelque chose de ses propres mains et de le rendre entier à quelqu'un qui en avait besoin. Claire, qui écoutait à proximité, ne fut cette fois pas surprise par la réponse. Même si quelque chose dans sa poitrine se serra à l'idée de ce que cela pourrait signifier pour eux deux à l'avenir, elle lui demanda directement, sans la diplomatie prudente qu'elle réservait habituellement aux conversations difficiles, s'il pourrait envisager de rester près d'elle pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise, s'il existait une version de cet avenir où il resterait près d'elle simplement parce qu'il le voulait et non parce qu'un titre l'exigeait. Gavin ne répondit pas immédiatement. Il l'étudia pendant un long moment, quelque chose de doux et certain s'installant derrière ses yeux, avant de finalement tendre la main et de prendre sa main dans la sienne. Il lui a dit qu'il n'avait jamais eu besoin d'une raison autre qu'elle pour vouloir rester, que la compagnie n'avait jamais été ce qui le retenait à proximité. Seulement elle. Walter, observant l'échange à distance respectueuse à travers la pièce, s'autorisa un large sourire sans réserve, le genre qu'il s'autorisait rarement devant les autres, content d'une manière qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'entreprise qu'il avait bâtie, et tout à voir avec la famille qu'il regardait maintenant se former devant lui. Une année passa rapidement après cela, les saisons se succédant jusqu'à ce que l'automne arrive à nouveau, peignant les mêmes rues dans la même lumière dorée et ambrée qui avait d'abord réuni Gavin et Walter devant un parc d'approvisionnement qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Gavin dirigeait toujours son garage, passait toujours ses matinées dans les moteurs, refusait toujours toute offre qui l'aurait entraîné en permanence dans des salles de conférences et des réunions d'affaires qui ne lui convenaient jamais. Claire, loin d'être mécontente de son choix, en était venue à le chérir, trouvant souvent des excuses pour se rendre au garage l'après-midi, juste pour s'asseoir à proximité pendant qu'il travaillait. Contentez-vous simplement de partager le même espace calme. Ensemble, ils avaient tous deux commencé quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait prévu, mais qu'ils trouvaient tous deux significatif. Un petit fonds destiné à fournir des réparations gratuites de véhicules aux résidents âgés et aux travailleurs retraités du comté qui ne pouvaient plus facilement se permettre l'entretien requis par leur voiture. Au début, le programme s'est développé lentement, les nouvelles
circulant tranquillement entre voisins, comme le font souvent les bonnes choses, jusqu'à ce que finalement une poignée d'autres mécaniciens de la région se joignent à l'effort, donnant quelques heures chaque mois pour faire fonctionner le programme. Walter, quant à lui, s'était finalement complètement retiré de l'entreprise, confiant officiellement le contrôle total d'Ashcraftoft Industrial Supply entre les mains de Claire au cours d'une cérémonie discrète, à laquelle assistaient uniquement sa famille proche et ses collègues de longue date. Il semblait plus léger dans sa retraite, passant ses matinées à faire de longs trajets sans hâte dans la même vieille camionnette qui avait tout déclenché, s'arrêtant encore de temps en temps pour aider des étrangers. Il se retrouvait en difficulté le long de la route, incapable, même maintenant, de mettre complètement de côté les habitudes qui avaient façonné son caractère bien avant que la richesse n'entre en scène, lors d'une petite réunion de famille organisée le même automne. Ils étaient tous les trois assis autour d'une table réchauffée par la lueur des bougies et le murmure sourd des amis rassemblés. Walter se leva lentement et leva son verre, ses yeux oscillant entre sa fille et l'homme qui, d'une manière ou d'une autre, sans jamais avoir l'intention de devenir la pièce manquante de leur famille. Il leur rappela à tous les deux, d'une voix ferme, malgré l'émotion clairement présente derrière, que tout avait commencé avec rien de plus qu'un vieil homme luttant pour charger quelques caisses d'acier à l'arrière de son camion. Il regarda alors Gavin, un sourire chaleureux et entendu s'étalant sur son visage, et lui dit que ce qu'il avait reçu en échange de ce seul après-midi de gentillesse s'était avéré être une famille entière, une famille qu'il n'aurait jamais pu prédire et dont il ne cesserait jamais d'être reconnaissant. Claire attrapa la main de Gavin sous la table, les yeux brillants d'émotion qu'elle ne ressentait plus le besoin de cacher. Et Gavin répondit avec le même sourire constant et paisible qu'il avait arboré le tout premier jour de la réserve. Un sourire qui n'avait jamais eu besoin d'un public pour signifier quelque chose. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils sortirent tous les trois sous une canopée d'arbres encore accrochée à leur dernière feuille d'or, marchant lentement vers la maison, où commençait tranquillement un nouveau chapitre de leur vie. Ce n'était pas la richesse qui les avait réunis, ni le statut, ni un calcul minutieux de la part de qui que ce soit. Il s'agissait d'un acte de gentillesse banale offert gratuitement à un étranger qui ne demandait rien, qui avait d'une manière ou d'une autre transformé la vie de tous ceux qu'il touchait, liant ensemble des personnes qui autrement seraient restées étrangères pour toujours dans quelque chose de bien plus durable que n'importe quelle fortune n'aurait pu construire seule.